et tous les pays qui nous entourent ont de l'accalmie. Il n'y a pas d'ADF Nalu qui vont opérer en Ouganda. Il n'y a pas de FDLR qui opèrent au Rwanda. Donc, si ces personnes-là viennent opérer chez nous, c'est parce que nous sommes perméables. C'est une nébuleuse. Et ce que nous disons, c'est que ces armées-là, des pays voisins, madame, ont organisé leurs armées en peu de temps. Ce sont des armées dissuasives et très organisées. Nous devons suivre ce pas et avoir une armée qui fait peur. C'est-à-dire pas une armée qui est là pour résoudre les problèmes, mais une armée qui, mise en place, empêche les personnes à se donner à ce type de velléité. Vous ne pensez pas qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour ça? Le mal est Madame, tellement profond. nous avons des moyens. Je ne peux pas comprendre. Vous me dites qu'il faut beaucoup plus de temps. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont impatientes. Les personnes qu'on a tuées hier et qu'on a violées hier ne vont pas comprendre la notion du temps que vous avez. Nous avons besoin de temps. Non, nous avons besoin des moyens. Et les moyens, nous les avons. Il faut de la volonté politique et une vraie stratégie pour mettre un terme à ce genre de choses. Et peut-être plus responsabiliser les FARDC, d'où la nécessité, comme l'a dit le président, de réduire carrément, de réduire le nombre des casques bleus ici en République démocratique du Congo. C'est aussi là... ça peut être une solution. Madame, plus on responsabilise les forces armées, plus ils prendront, ils se rendront compte de la gravité de la responsabilité. Les forces de la MONUSCO sont des forces auxiliaires qui accompagnent les FARDC. Ce n'est pas à cause de ces forces-là... Avec un mandat bien précis. Madame, ces forces ne sont pas la cause, mais c'est un moyen. Parce qu'elles viennent aider. Ok? Elles viennent aider, là il y a une faiblesse. Et quelle est la faiblesse? C'est notre faiblesse organisationnelle. C'est la faiblesse que nous avons à organiser notre armée indépendamment des circonstances. Ça veut dire que nous avons assez de moyens pour le faire, mais nous ne le faisons pas assez ou pas assez vite. Donc la MONUSCO n'est qu'un auxiliaire. Maintenant, que l'on réduise le nombre, oui, mais il faut savoir, déjà, on doit se le dire, si la MONUSCO a fait 15 ans, c'est parce que le besoin a toujours été présent. La MONUSCO a aidé à ce que le M23 parte. Parce que peut-être qu'il a montré ses limites. En 15 ans, vous n'arrivez pas à mettre aussi un stop ou fin à tout ce qu'il y a comme massacre des civils. Ce qu'il faut dire, c'est un problème. Non, il faut dire qu'en 15 ans, les FARDC n'arrivent pas et que la MONUSCO aide les FARDC. Elle n'a pas un mandat autonome. Elle a un mandat de protéger la population en accompagnant les FARDC. Ce n'est pas un mandat autonome. Elle travaille en partenariat avec les FARDC. Donc ça veut dire que si les FARDC ne font pas l'effort nécessaire, il ne faudra pas que lorsqu'il y a incident, qu'on puisse pointer du doigt la MONUSCO. Mais vous ne pensez pas que comme un enfant qui grandit, il vient un moment où il faut qu'on le lâche? Peut-être c'est le temps pour eux de partir. Heureusement que vous dites que c'est un enfant et vous dites qu'il a grandi. Mais maintenant, il faut chercher à savoir s'il a assez il faudrait lui faire plus confiance. Il faut chercher à savoir. Il faut chercher à savoir s'il a vraiment grandi et s'il a assez grandi. Le chef de l'État se rend à Béni. Le lendemain qu'il part, on égorge 80 personnes, madame. Vous pensez que cet enfant a grandi? C'est très très grave. À votre avis, donc il faudrait qu'on reste dans cet état où à mon avis, il faudrait que l'absence ou la nécessité de faire partir la MONUSCO découle d'une parfaite maîtrise de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Peut-être mettre carrément une échéance et travailler en fonction de cette échéance. Non, madame, on n'a même pas besoin naviguer à vue. Même si on pouvait être prêt même demain, la présence de la MONUSCO ne serait pas d'actualité. Si on peut l'être demain, pourquoi pas? Nous, opposition républicaine, nous, MLC, c'est ce que nous demandons. Si nous pouvons être prêts demain, avoir une armée de 50 000 hommes, qui est aux aguets, qui soit dissuasive, si on peut l'avoir demain, pourquoi pas? Mais aussi longtemps qu'on ne l'a pas, pourquoi chasser des partenaires? Dites-moi. Pourquoi les chasser? Parce que nous n'avons pas cette armée. Nous n'avons pas les moyens. On ne parle pas peut-être de chasser, mais juste de réduire. Et à part la MONUSCO, parce que madame, on ne parle que de la MONUSCO. Vous savez, nous avons des aides qui viennent de partout et dans tous les domaines. On doit chasser l'UNESCO aussi. Il y a 6 millions de nos élèves, de nos enfants qui n'ont pas été à l'école. On doit chasser l'OMS. On a été incapable nous-mêmes de gérer Ebola. Il fallait que l'OMS nous donne de l'argent. On doit chasser la Banque mondiale qui finance même des programmes de bonne gouvernance, qui finance des programmes avec la fonction publique. Chassons alors tout le monde. Il y a quand même des efforts reconnus. On parle des 6 millions des élèves qui n'ont pas eu à étudier, mais il y a quand même des progrès qui se font. Toutes ces choses ça risque de prendre du temps, mais il y a un début quand même. Toutes ces choses sont en proportion réduite dans nos pays voisins. Vous ne voulez pas d'ingérence, vous devez organiser vos ressources de telle sorte que l'ingérence soit la plus minimisée possible. Et organiser les ressources, c'est être indépendant. Être indépendant, ce n'est pas pour la polio, par exemple, je vous informe que nous avons demandé encore des fonds pour vacciner nos propres enfants. Mais je vous informe également qu'il y a des écoles qui sont construites sur fonds propres. Il y a des hôpitaux qui le sont également, qui sont construits sur fonds propres. Je vais vous aider pour les hôpitaux. Il y a quelque chose qui Hier, je passais sur 24. Je vais vous aider sur les hôpitaux. Et je me suis arrêté pour vérifier si l'hôpital de Saint-Cantonaire fonctionnait ou pas. Parce que c'est très beau de l'extérieur et j'ai vu qu'il n'y avait personne. On m'a dit que c'est fonctionnel. Pour qui l'a-t-on construit d'après vous?
Savez-vous combien coûte une consultation? Ça a été construit sur fond, comme vous venez de le dire, c'est le gouvernement qui l'a construite. En se basant sur quoi? Pourquoi il n'a pas subventionné? De telle sorte que des personnes puissent aller se faire soigner, mais pour 5 000 francs par exemple. Un fonctionnaire aujourd'hui que l'État paye, le fonctionnaire de l'État ne peut pas aller se faire soigner dans cet hôpital. Alors dites-moi pourquoi il a été construit. Ça, c'est une initiative du gouvernement. Prenons l'hôpital d'Ikembe Mutombo. C'est un Congolais qui vient avec ses propres moyens, qui met tout ce qu'il faut, des salles d'op et tout ce que vous voulez, mais l'État n'est même pas en mesure de subventionner la paye des médecins. Alors de quoi me parlez-vous? Vous me parlez des écoles construites? Mais madame, nous avons beau dire combien touche un professeur aujourd'hui. On nous a parlé de la gratuité de l'enseignement. Où en sommes-nous? C'est effectif en tout cas. Dans les je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le terme, il y a un problème de sémantique et de nomenclature. On vous dit, le Minerval sera gratuit, et les institutions, les établissements transforment le Minerval en contribution des parents. Je ne vais pas vous citer le nom des écoles, mais il y a une école, par exemple, là où mon fils étudie, il est né. À l'époque, on payait 100, aujourd'hui, on paye 400. Mais toujours dans le cadre d'une contribution des parents. 400 $, madame. Même un fonctionnaire ne peut pas mettre son enfant dans cette école-là. Alors que c'est une école pour laquelle mon frère qui est après moi a étudié, il payait 30 $, 40 $ l'année. Donc, madame, il ne faudrait pas que nous restions dans une campagne électorale. Parce que le gouvernement actuel est en train de gérer comme s'il était en campagne. Il a transformé ses stratégies de campagne électorale en stratégie de gestion, et ça c'est très triste parce qu'on ne peut pas venir dire aux gens voilà ce que nous avons fait et faire des documentaires qui passent à la télé pour filmer des écoles, alors que les professeurs qui enseignent dans ces écoles-là, par moment ne sont pas payés et ils ont un salaire qui ne leur permet même pas de se faire soigner dans l'hôpital que vous avez construit. Alors parlons un peu, revenons toujours dans le discours du chef de l'État. Il a été question de ces politiques qui ont toujours tendance à vouloir avoir la main tendue vers l'extérieur, surtout ceux de l'opposition. À ceux-là, le président leur a dit qu'on a la possibilité, qu'on est capable de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Vous pensez surtout de l'opposition. Ces derniers temps, on a vu se balayer entre les gens de l'opposition aller à l'extérieur pour essayer de parler du Congo en dehors du pays. Est-ce une bonne stratégie? Mais madame, c'est un problème de confiance. Lorsque les engagements ne sont pas respectés... Vous ne pouvez pas parler de votre pays ici. On peut parler de notre pays ici dès lors que la confiance n'est pas brisée. Mais il y a cette liberté, on vous a pas interdit de vous réunir. Saint-Titi, c'était où? C'était en Afrique du Sud. Accord d'Addis Abeba, c'était à l'extérieur. Parce que dès l'instant que nos partenaires, localement, nos frères et sœurs, nos amis de la majorité... Toujours ce côté-là paternaliste. Mais madame, ce côté-là paternaliste, c'est lorsque vous faites un budget de 7 milliards et que 3,5 milliards viennent de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui avons fait le budget. C'est la majorité. Vous ne prêchez pas non plus par l'exemple en faisant ça. Voilà, madame, ça prouve également qu'avec vous, les choses ne risquent pas de bouger. Dans tous les pays du monde, parce que regardez les crises mondiales. Lorsque sur le plan interne, il n'y a pas de compromis, ce n'est même pas une tendance, c'est une pratique que les personnes ou la classe politique se tournent vers des partenaires extérieurs. Vous avez ça en Ukraine, vous avez ça en Russie, vous avez ça un peu partout. Donc lorsque le pays, au niveau interne, il y a une crise de légitimité et qu'il y a une crise de confiance, il est tout à fait logique et tout à fait de pratique que les personnes s'adressent à des partenaires extérieurs pour voir si via eux on peut trouver un compromis. Parce que ce que nous cherchons, c'est quoi, madame? Nous cherchons un compromis autour du respect des textes. Nous avons encaissé 2006, nous avons encaissé 2011, nous avons dit, bon écoutez, maintenant la Constitution dit qu'on s'arrête là, nous voulons prendre les choses en main, nous allons mieux gérer, respectons ce qui est écrit, parce que vous êtes incapable de faire ce que vous avez promis lors de vos campagnes de 2006 et de 2011, pas de révolution de la modernité, pas de 5 chantiers, laissez-nous maintenant continuer l'affaire, donc respectons les textes, c'est autour de ça que nous sommes en train de discuter. Donc si nous n'arrivons pas à amener nos amis de la majorité à respecter ces textes-là, je ne suis pas en train d'encourager d'aller vers l'extérieur, mais ça peut arriver Nous sommes quand même le pays de Kimpavita, le pays de Lumumba, et de Mobutu, le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu. Ce ne sont pas les gens qui aiment se faire marcher sur les pieds. Et le président l'a dit, on a besoin de vos avis, vos conseils. On a besoin de vos avis, de vos conseils, mais pas de vos injonctions. Là, s'adressant carrément à tous ces partenaires extérieurs qui, parce qu'ils nous donnent, trouvent qu'ils ont le droit de nous dicter. Jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État sait de quelle injonction il s'agit. Parce que je n'ai pas remarqué une quelconque injonction de la part de la communauté internationale. Je ne sais pas si le président de la République a reçu un courrier ou s'il a reçu un coup de fil. Mais de ce que moi j'ai lu, c'était des exhortations. M. Feinol vient, il exhorte. M. Kobler vient, il exhorte à ce que nous ayons un calendrier global qui inclut les élections présidentielles en 2016 pour qu'ils puissent donner des moyens. Ils exhortent au respect de la Constitution. Nous aussi, l'opposition, on exhorte, mais nous ne donnons pas des injonctions au chef de l'État.
Aucun membre de l'opposition n'a donné une injonction au chef de l'État. Maintenant, si le chef de l'État a eu des injonctions autres que nous ne connaissons pas, oui, c'est vrai que c'est tout à fait inadmissible qu'il reçoive des injonctions parce qu'il est chef de l'État d'un pays souverain. Mais maintenant, il faut voir le contexte et il faut voir quelle est la base de ces injonctions. Est-ce le non-respect? Et si c'est le non-respect, pourquoi ne sommes-nous pas respectés? Voilà sur quoi on doit travailler les 2 dernières années. C'est-à-dire montrer que nous sommes un pays respectable, nous sommes un pays qui respecte ses engagements, nous respectons notre constitution, nous ne recevons pas d'injonctions. Et ça aussi, c'est une marque de respect. Nous respectons nos injonctions. Mais vous ne pensez pas qu'au fur et à mesure que ça avance, qu'il est temps que le Congolais et d'autres sont en train de prôner carrément l'organisation d'un dialogue? Vous pensez que les concertations ont été un échec? Vous y aviez participé en tant que, je dis le parti MLC. Vous pensez qu'au lieu d'aller chercher palabrer à l'extérieur, que peut-être qu'il est temps de parler du dialogue, de dialoguer ici en interne, peut-être parce que les concertations ont été un échec? Écoutez, l'un des indicateurs les plus affichants de la démocratie, c'est la capacité de dialoguer dans la classe politique. Nous, le MLC, pour ce qui concerne le dialogue, nous sommes souvent partie prenante. Nous allons discuter et nous émettons nos points de vue. Mais après, on va raviser. Non, mais madame, dans toutes les conventions, il y a des exceptions. Nous pouvons nous convenir sur un bon nombre de choses et moi je peux émettre des réserves sur tel ou tel autre point. Nous avions émis les réserves avant d'aller... Même si ça donne l'impression que le MLC Madame, ne sait pas vraiment ce qu'il veut ou ce qu'il cherche. Notre ancien secrétaire général a lu le courrier ou la circulaire du bureau politique lui-même dans laquelle il était dit: nous allons en concertation nationale pour participer, pour donner notre contribution, mais nous n'y allons pas pour partager le pouvoir parce que nous n'allons pas partager le bilan de la majorité. C'était connu avant, donc il n'y a La politique est dynamique, M. Jean-Jacques Mamba, mais vous nous faites de la sommes politique. constants, nous sommes constants, madame. La constance, votre constance jusque-là ne vous a pas permis trop à bouger les lignes, mais c'est mieux d'être pragmatique. C'est l'ensemble du pays, les lignes n'ont pas bougé. Qu'est-ce qui a bougé dans ce pays? Rien du tout. Donc lorsque vous parlez de bouger les lignes, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Ce pays est resté dans le statu quo. Peut-être votre ancien secrétaire général était beaucoup plus... Il veut faire bouger les choses de l'intérieur. Bon, j'espère qu'au PTT, il pourra faire bouger tout ce qui est télécommunications et tout ça. Ça, c'est pas un problème. Et je sais qu'il a assez de compétences pour le faire. Mais ce pays est resté dans le statu quo. Je veux dire qu'il n'y a rien qui a avancé substantiellement au niveau économique, à part des chiffres macroéconomiques qui ne sont pas transformés en réalité sociale ou au niveau du panier de la ménagère. À part tout ce blabla, je veux dire tous ces chiffres-là qu'on nous pompe tous les jours, la vie du Congolais moyen n'a pas changé. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais sur la route de l'aéroport. Il y a des gens qui font encore aéroport jusqu'en ville à pied pour aller vendre. C'est inadmissible, malgré qu'il y a Transco. Est-ce que vous êtes pour le dialogue ici en fait? Madame, le MLC est un parti républicain qui, à chaque fois qu'il y a un dialogue, est partie prenante. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de ce pays qui se décide. Mais dans ce dialogue, nous n'allons pas hypothéquer la nation, nous n'allons pas pour trahir la nation, nous allons pour apporter notre pierre. Et actuellement, nous sommes dans un débat électoral, nous avons des textes et nous voulons que ces textes-là soient respectés. Au niveau du MLC, comment vous analysez? Nous sommes pratiquement à 2 ans de l'année 2016, année présentée par beaucoup, par certains, comme année électorale. Vous y croyez? Vous êtes sûr qu'on aura des élections en 2016? Madame, il n'est pas question de croyance, il est question d'observance des lois. Et la loi, la Constitution nous dit que tous les 5 ans, il doit y avoir des élections. Maintenant, mais il faut qu'il y ait recensement, il ne faut pas oublier que quand vous êtes allé aux concertations, vous aviez mis sur pied le recensement comme l'un des préalables. C'est l'une des résolutions. Non, madame, il n'y a pas de lien entre le recensement et l'organisation des élections présidentielles. Laissez-moi vous expliquer qu'en 2006 aussi, le problème de recensement était posé et le gouvernement nous avait dit que ce n'était pas une nécessité parce que nous n'avons qu'une seule circonscription électorale. Ça ne peut pas le devenir. Je dis que ça ne peut pas devenir une nécessité parce que ça ne l'a pas été pour les 2 élections présidentielles précédentes. Mais voilà pourquoi d'aucuns disent que la duplicité ou cacophonie, je ne sais pas moi, au niveau du MSC, vous allez en concertation, vous demandez à ce qu'il y ait un recensement. Maintenant qu'on vous accorde ce recensement, non, on n'en veut plus. Non, madame, nous disons ceci, le recensement peut être fait. Même pendant les élections présidentielles, il peut continuer. Le recensement peut prendre 3-4 ans. C'est un recensement administratif qui est fait dans tous les pays. C'est vrai que le dernier remonte à une trentaine d'années, donc on doit faire le recensement. Mais le recensement n'est pas un préalable à l'organisation des élections présidentielles parce que pour les élections présidentielles, on n'a besoin que de l'enrôlement
Parce qu'il n'y a qu'une seule circonscription, c'est la République démocratique du Congo. Donc on n'a pas besoin de recenser les gens pour aller aux élections, mais le recensement est un impératif et il faudrait qu'on sache il y a combien de Congolais. C'est un impératif pour des élections non contestées. Non, madame. Pour des élections fiables. Attendez, ça dépend du type d'élection. Et le chef l'a dit, le chef de l'État l'a dit, il faut donner des moyens à l'ONIP, parce que du travail de l'ONIP dépend le travail de la CENI également. Il y a des circonscriptions électorales, par exemple pour les élections provinciales. Pour les élections locales et municipales, effectivement, on doit savoir dans telle municipalité il y a combien de personnes. Ça, c'est autre chose, parce qu'on va repartir les sièges en fonction. Il faut qu'au niveau de la décentralisation et du découpage, que tout soit fin prêt. Ça, je peux le comprendre. Mais il nous reste plus ou moins de 24 mois pour les élections présidentielles. Et ces élections-là ne peuvent pas souffrir de retard, sous prétexte qu'il faut un recensement. Peut-être qu'il est déjà temps de penser à un plan B. Madame, il n'y a pas, nous n'avons aucun plan B n'a été mis sur la table. Madame, aucun plan B n'a été mis sur la table. Nous savons que le président de la République a prêté serment de respecter la Constitution et nous savons que c'est une personne qui le fera. Nous osons croire et nous l'espérons pour rajouter. Et nous nous basons simplement sur des textes. Parce que ce pays, nous sommes tous d'accord autour de ces textes et c'est un patrimoine commun. En 2006, il y a eu élection. En 2011, il y a eu élection. La même constitution vous dit, après 2 mandats, c'est terminé. Eh bien, nous allons respecter ça. Jean-Jacques Manda, il ne reste plus que quelques minutes avant de terminer cette émission. Très rapidement, il y a tellement des choses, tellement des événements qui se sont passés tout au long de cette année 2014 finissante. Mais d'après vous, le fait marquant cette année 2014? Écoutez, je resterai solidaire avec nos frères et sœurs de Béni. Je pense que les tueries de Béni sont les faits les plus marquants. Maintenant, après, ce qui est venu après le discours ou le gouvernement, ce sont des non-événements pour le MLC. Et pour nous, pour le parti, donc ça c'est au niveau du pays, c'est-à-dire la situation de Béni. Et pour le MLC, c'est la nomination de Mme F. Bazaïba aux commandes du parti comme secrétaire général. Alors 2015, c'est déjà dans quelques jours. Si vous étiez demandé de prédire un peu l'avenir, comment vous le voyez? Écoutez, madame, c'est un exercice difficile. Nous en appelons à la classe politique dans son ensemble, opposition majorité, à veiller à ce que les textes soient respectés. Et surtout que la calmie... qu'il y a ce spectre-là du Burkina Faso qui plane un peu. On ne parle que de ça, surtout au niveau de l'opposition. Madame, nous sommes un grand pays, l'un des pays les plus riches, les plus peuplés d'Afrique. Nous ne prenons pas comme exemple le Burkina Faso. Et nous demandons à la majorité de s'inspirer de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique pour amener le Burkina Faso à Kinshasa. Ce n'est pas ça. Mais nous sommes en train de dire que le texte doit être respecté et que la voix du peuple doit être respectée. Maintenant, c'est la responsabilité de la majorité de nous montrer qu'elle est capable, parce qu'elle veut un compromis, qu'elle est capable de respecter les textes qui sont établis. Qu'il y ait une alternance démocratique. Si la majorité en est incapable, elle va tirer les conséquences. Mais nous ne faisons pas l'apologie du Burkina Faso. On ne peut pas avoir comme modèle le Burkina Faso. Nous sommes un grand pays avec beaucoup plus de valeurs. On donne la chance à la majorité. Avec une opposition qui a toujours aussi du mal à être ensemble. Il faut dire qu'on est au loin de Burkina Faso. La politique, ce n'est pas se mettre ensemble. La politique, ce n'est pas fusionner les idées. La politique, c'est aussi la concurrence au niveau du leadership. Mais ce que nous disons, il y a une seule chose qui réunit toute la majorité, c'est la conservation du pouvoir. Et une seule chose réunit toute l'opposition, c'est l'alternance constitutionnelle, c'est-à-dire l'alternance que va nous créer. Vous pensez, vous, à l'opposition y arriver en étant dispersés? Madame, vous savez, en 2006 et en 2011, nous n'étions pas très loin d'y être arrivés. Si pas, peut-être que nous y étions déjà. Bon, ça, les égos des uns et des autres ont toujours pris le dessus. Ça, c'est un autre débat, mais je pense que nous y étions. Bon, maintenant, la CENI avait à l'époque déclaré que nous n'étions pas, mais au moins, nous avons fait ce que nous devrions faire pour y être. En 2011, c'était pareil. Ce qui va arriver en 2016 dépendra forcément de ce que nous allons engager comme moyen en termes d'énergie et de disponibilisation, mais aussi de ce que la majorité va décider de faire par rapport au blocage qu'il y a sur le processus électoral. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est le tout dernier numéro de votre